Bonjour à tous, Arachaldeon, nous sommes sur Dia Radio, il est 16h24 et nous sommes à Sarre pour la 41e édition du Bilsart des écrivains. Alors, Assemblée des écrivains du Pays Basque en langue basque et française, ce rendez-vous littéraire est devenu incontournable et se déroule tous les ans, chaque lundi de Pâques. Le premier Bilsart s'est tenu le lundi de Pâques 1984, je vais en parler tout à l'heure avec Maïder, au moment où les Ikastola commençaient également à exister. Jean-Michel Garat, le président, réunissait le même jour, sous un même toit, tous les écrivains résidant au Pays Basque ou ayant écrit sur ce dernier. Depuis, le succès du Bilsart ne s'est jamais démenti et sa réputation n'a cessé de croître. Les 70 auteurs du premier Bilsart sont aujourd'hui près de 200 et beaucoup présents pour dédicacer également leurs œuvres. Et nous, autour de cette table, on a un peu la relève, là, un pendant de la jeunesse. Voilà, sélectionné avec beaucoup de soin par Maïder à mes côtés, avec qui je vais co-animer cette table ronde. Et aujourd'hui, on voulait un peu donner la parole à tous ces jeunes artistes, libraires, maisons d'édition, pour comprendre quel est l'état de la création aujourd'hui, où on en est dans le milieu éditorial au Pays Basque. Pour les petites infos, le Bilsart, donc, c'est un événement qui se déroule en 2 jours, avec une première journée réservée au public et une deuxième journée qui aura lieu demain, qui est une journée en collaboration avec l'Institut culturel basque et qui est une journée pour les professionnels. On est OK, Maïder ? On est OK. Est-ce que Maïder, elle pourrait avoir un petit micro peut-être ? Voilà, parce qu'on va papoter un peu, parce que je trouvais intéressant de un peu comprendre les perspectives qu'offre ce Bilsart, parce qu'au bout de la 41e édition, il y a des choses forcément qui doivent vouloir évoluer. Et si j'ai bien compris, il y a une envie de passer un peu le flambeau à une équipe plus jeune, dont tu fais partie. Et voilà, du coup, Maïder, moi, je voulais comprendre qu'est-ce que vous allez vouloir développer et amener sur ce format qui est solide depuis tant d'années, et quelles vont être vos envies dans les prochaines éditions. Alors c'est vrai. Allô, ça marche. On va être bien dans le micro, quoi. Alors, comme on l'a dit, le Bilsart de Sarre a 41 ans. Et c'est vrai que depuis le début, le Bilsart a voulu rassembler du côté sud et du côté nord nombre d'écrivains, des maisons d'édition, mais aussi d'associations. Et là, avec la 41e année, avec des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe, on a envie de ramener un peu plus d'artistique, de ramener un peu plus de nouveautés et de jeunesse, on va dire. Donc cette année, c'est pour ça qu'on a invité tous ces artistes qui vont venir un peu nous parler de leur rapport à l'édition. Voilà. Alors pour un petit tour de table bref, on va pouvoir nommer peut-être les uns et les autres. Alors tout en face de moi, il y a Gloria Reiko. Voilà, Gloria qui a monté une maison d'édition et qui fait plein de choses également à côté. On est d'accord, ouais, plus ou moins. À côté de Gloria, il y a Ushwe, mais je n'ai pas son nom de famille. Ushwe Arieta, donc qui elle vient de Pamplune. De Bilbao, pardon. Voilà. Ensuite, nous avons François qui a lancé les éditions Canardo. À côté de François, Christelle qui a lancé, j'ai vu il y a plus de 10 ans maintenant, la librairie Le 5e art à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et également une association qui s'appelle Lumac et qui organise le festival L'être et le vivant. À côté, nous avons Julie Mujica, qui est à la tête de la maison d'édition Mataami, qui est une maison d'édition bilingue, mais également Palomita, qui pour le coup est tout nouveau et uniquement en langue française. On est OK. Ensuite, on a Maxime. Voilà, Maxime qui est artiste, qui a... Alors, attendez, je vais reprendre mes notes. Parce que ou peut-être Maïder, tu vas m'aider. Donc Maxime qui est professeur à l'école d'art de Biarritz, Bayonne, et qui est aussi théoricien, poète. Il fait plein de choses. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors à côté, on a Anne-Laure, pareil, qui est également artiste, illustratrice, mais aussi écrivain. J'ai vu que tu commences à sortir des recueils de poèmes. Okay. Et puis Edith, qui a également un parcours assez complet, qui s'occupe aujourd'hui de la... Enfin, j'ai vu que tu travaillais avec le Sousoulou. Voilà, donc tu développes la partie impression et tout ça, voilà, exactement. Et qui a également fondé la maison d'édition Les Presses Fantômes, qui est une maison d'édition hantée. Ça m'a fait beaucoup sourire, tout ce que vous disiez là-dessus.
Voilà, donc en gros, si on a voulu vous réunir aujourd'hui, c'était bon déjà pour vous donner la parole et puis pour essayer de voir peut-être comment on pouvait faire évoluer certaines choses ou s'il y avait des combats qu'il fallait peut-être mener. Et puis vous interroger aussi sur votre rapport à la création, parce que même pour ceux qui ne sont pas artistes, il y a quand même énormément d'artistique dans ce métier, il y a des choix à faire, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et on voulait aussi connaître un peu votre rapport à tout ça. Alors peut-être qu'on va commencer. Qui veut se lancer sur son parcours et puis on ne sait pas trop. Est-ce qu'on prend Edith qui est juste à ma gauche ou on prend Gloria qui est juste en face de moi? Alors Gloria, super. Normalement, il est branché. Allô? Et il faut bien se le coller juste là. Okay. Voilà. Et donc, on essaye de ne pas parler trop vite. Je vais faire un effort. Alors, Gloria, donc, toi, tu as lancé en 2001 la création d'une plateforme expérimentale qui s'appelait Tsunami Addiction. Ouais. On est OK, c'est un peu le point de départ. Ouais, après, ça va être long si tu commences à parler de tout ça. Ouais, mais il y a plein de choses intéressantes. On a le temps, ouais. On est là pour ça. Ouais. Oui, non, j'ai monté en fait à Paris une plateforme expérimentale où des artistes venaient proposer leur... Comme ça. En fait, moi, j'avais un label de musique surtout, et j'invitais des artistes à venir proposer leur création. Et c'était des disques ou des éditions, des revues, en fait. Voilà. Et puis surtout, tu as commencé déjà à avoir, une vision engagée parce que tu as créé un peu un nouveau écosystème où tout le monde venait gratuitement, où personne ne faisait de pourcentage. Enfin, quand tu as lancé des pop-up éphémères, et tu avais déjà cette envie de te mettre un peu de côté. En fait, le début, c'était complètement politisé. C'était vraiment un peu anarchiste, en fait. On suivait un peu cette politique-là. Mais ça a évolué. Ça a évolué pendant 10 ans, et 15 ans même, et après on s'est professionnalisé. Enfin, je me suis professionnalisée. Et j'ai sorti des disques avec des vrais albums, et voilà, avec le label. Et ça a été un peu plus compliqué en termes artistiques, en fait. Bon, et puis après cette belle aventure, tu as déménagé ici. Et c'est là qu'en 2016, tu as créé la Maison sur la Vague, qui est donc une association culturelle, voilà, et qui est aussi une maison d'édition. Et non, alors la Maison sur la Vague, c'était au sein du restaurant Etchenami, que j'ai monté avec Léna à ce moment-là, à Saint-Jean-de-Luz. Et moi, je proposais des ateliers d'artisanat japonais, parce que je suis moitié japonaise, et j'avais envie de redécouvrir ma culture. Et donc, j'ai proposé des ateliers d'artisanat japonais, ce qui s'est arrêté quand je suis partie fin 2018, que j'ai continué à Sarres, d'ailleurs, en 2019, et qui s'est arrêté au moment du Covid en 2020. 2020. Et à partir de là, en 2021, j'ai monté les éditions L'Univers dans un vase au sein de l'association La Maison sur la Vague. Voilà. C'est un peu compliqué, mais... Ouais, mais ça y est, on a bien compris. Et alors, L'Univers dans un vase, le nom, c'était assez chouette parce que tu m'as mis quelques petits mots. Ça vient un peu d'un livre. Japonais. Ouais. Et d'un livre japonais de Tanizaki qui s'appelle Kyoto. Et c'est l'univers dans un vase, c'est une expression en fait, une expression chinoise d'ailleurs, reprise d'une expression chinoise qui dit dans un vase, un univers est enfermé, un palais, des palais d'or, et voilà. Bon. Et donc du coup et donc je voulais faire un truc tout petit. Voilà, c'est ça. Ouais, et le but de cette micro-édition, donc c'est toi qui écris pour l'instant les ouvrages ou pas du tout? Tu édites non. aussi J'écris pas du tout les ouvrages. En fait, moi, je suis juste éditrice et j'invite en fait des auteurs et des autrices qui viennent, des Japonais, que je fais traduire et qui sont des artisans en fait. Voilà, c'est souvent des manuels. Le premier, c'est un manuel sur le kintsugi, l'art de la restauration de la céramique à la laque et à la poudre d'or. Et c'est une prof en fait japonaise de Tokyo qui s'appelle Izumi Shimura. D'accord. Et ça, comment tu rencontres ces personnes que tu édites après?
Eh bien, j'ai un réseau japonais. Depuis que j'ai fait la maison sur la vague, et puis j'ai de la famille au Japon, donc j'ai brassé en fait pas mal d'artistes japonais, d'artisans. Ouais. Voilà, et c'est ça. Puis en fait, quand j'ai commencé à Saint-Jean-de-Luz avec Ichenami, j'ai ouvert tous les réseaux. Ce réseau-là. J'ai activé tous les réseaux pour avoir le maximum de gens japonais. Okay. Enfin, d'artistes japonais. Là, pour l'instant, tu as sorti 3 manuels, si je dis pas dans les manuels. Deux. Kintsugi, l'art de la restauration de la céramique. La médecine à prix traditionnel en 2. Et le Campo, non, le riz, il n'est pas encore fait. Encore fait. Le riz, il va sortir cette année et les algues vont sortir aussi cette année. D'accord. Et donc l'idée, c'est toujours ces formats de manuel, c'est plus un ouvrage pratique. Ouais, c'est un pas à pas en fait sur l'artisanat en question. Okay. Génial. Bon bah super. Donc ça c'est l'idée pour ta micro-édition et tu veux rester dans ce format-là ou tu as des envies de penser peut-être d'autres ouvrages Alors là, j'ai aussi envie d'ouvrir en fait la micro-édition à plus de livres et effectivement, je vais sortir un catalogue d'artistes de Julie Lémon et de Ilaski Portuando sur leur exposition qui s'appelle Sourcières. Et le livre s'appellera Sourcières et c'est sur les sorcières du Pays Basque. Enfin, en gros, plus ou moins. Bon, ben trop bien. Et alors aujourd'hui, tes manuels, tu les édites à combien d'exemplaires ? 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Et tu les édites et après tu les vends ou il y a un système de précommande ou c'est quoi un peu ton les édite et en fait j'ai des mécènes. Sur les deux, j'ai eu des mécènes et j'ai une fondation japonaise qui paye tout en fait. Non, mais je te pose cette question parce que c'est intéressant de connaître un peu les écosystèmes de chacun et comment. Alors non, sur le premier, j'avais aussi un mécène, mais je me souviens plus de son nom. Il faisait du bois dans les Landes, mais ça s'est arrêté en fait. Voilà. Et le deuxième, c'est la fondation Sasakawa qui est à Paris et qui est une fondation japonaise. Ok. Et où sont vendus ces ouvrages ? Ils sont vendus dans des librairies pas spécialisées, plutôt où il y a des trucs artistiques. Quoi. Et c'est toi qui les démarches ? T'as pas de distributeur ? Et je les démarche, ouais. J'ai pas de distributeur et j'en veux pas. Évidemment. Mais ouais, c'est pour en venir au fait que quand on a une micro-édition, on fait quand même un peu tout seul. Oui. Après, tu as des diffuseurs, tu as des distributeurs qui s'occupent des petites. Mais après, c'est juste que c'est tellement cher de faire un livre comme ça, à 1000 exemplaires, que si tu commences à avoir un distributeur, à la fin, ta marge, elle est minime. Parce que là, en fait, je me paye pas. Je paye juste tous les gens qui ont participé et ça, le fait de le fabriquer. C'est vraiment, non mais là, je gagne pas d'argent du tout. Ouais, donc c'est important pour toi de participer à un événement comme aujourd'hui qui te permet vraiment de rencontrer ton public ou un public en tout cas et de. Oui, bien sûr, mais il faut savoir que quand on fait des éditions petites comme ça, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas je gagne pas du tout. Je fais que rembourser en fait ce que j'ai. Ouais, c'est pour la beauté de l'acte. Et en même temps, c'est pas de l'argent que j'ai sorti de ma poche puisque c'est de l'argent qui a été, c'est une fondation. Oui, c'est le temps que toi tu as accordé, mais voilà. Ok. Super. Bon, merci beaucoup, Lauriane. Merci à toi. Alors, on va passer le micro à Ushue. Kaixo. Nirekin eginen dugu beraz, ola euskaraz eginen dugu elgarrekin elkarrizketa. Beraz, nahi baduzu aurkezten alzira, pixkat nundik etortzen zaren, zertan lanean ari zaren, eta sistema eragilea zer den, nahi baduzu aurkeztu. Kaixo, arratsaldeon, ni Usu herrietan naiz, oso pozik nago hemen egoteagaitik, eskerrik asko Maider, gonbidapenagaitik eta Sarako biltzarra, bai? Bale, poliki jungo naiz, itzulpena egiteko, bale. Esan dizuet, Usuen naiz eta Traktora kooperatiba deitzen den artisten kooperatiba baten kidea naiz, Bilbokoa naiz, Arrasaten jaioa, eta Maiderrek deitu egin zidan eta planteatu nion polita izango zela horrelako biltzar batetan sistema eragilea proiektua aurkeztea. Berak esan duen bezala eta askok aurkituko dugun bezala artisten liburu asko egiten dira, baina artisten liburuen sakabanaketa edo distribuzioa oso latza da. Zaila dira, ale gutxi egiten dira normalean, diruz eskaz doazen liburuak dira, orduan guk arazo berdina geneukan, eta sistema eragilea deitzen den plataforma bat eratu genuen horrekin pixkat laguntzeko.
erakutzeko dizuet. Beraz, plataforma jadanik online da. Hori da. Bai. Eta orain arte, nor dira barnean? Dira zure ingurukoak edo jada Euskal Herrian badu bere... Ezke, arazoak dauzkagu barkatu gaur web-orriarekin, arrazoiren bategaitik ez da ondo erakusten. Baina, bueno, sistema eragilea 4 hizkuntzetan dago, euskeraz, espainiarrez, ingelesez eta frantsesez. Gaur egun dauzka 200 bat erabiltzaile eta 200-etik gora argitalpen batu egiten ditu. Artista bakoitzak bere argitalpena igotzen du sistema eragilera. Berak ereiki egiten du usuario bat eta egite ditu fitxa batzuk. Gero fitxa horiek guk itzuli egite ditugu 4 hizkuntzetara. Eta hori dinamizatzeko 2 urtetan behin edo mahai editoriala deitzen den ekimen bat egiten dugu, non 2 egunetan zehar artistak gonbidatzen ditugun beraien argitalpenak aurkeztera. Orduan, sistema eragilea da katalogazio erramienta bat da, baina baita ere posible egiten du distribuzioa. Ze edonork aurkitu dezake publikazio hori online eta zuzenean artistarekin kontaktuan jarri egiten da ale bat erosteko. Eta hautaketa bat bada edo nor etortzen alda sistema eragilaren plataformara eta fitxategia bete bere izena emateko eta bere lana aurkezteko? Sistema eragilea zabalik dago mundu guztiari. Euskal Herriko artistentzat bideratua dagoen plataforma bat da, eta guk bilatu egiten duguna da, artetik publikazioak esperimentaltasuna jorratzen dutenak. Hori da, publikazioaren medioa bera, aztertzen dutenak, eta hortik lan esperimental bat egiten dutena. Horrelako publikazioak bilatzen ditugu, eta hori da pixkat kriterioa. Baina zabalik dago. Edo nork egin dezake fitxa bat, esango genuke. Ados, beraz, munduari ere irekitzen duzue, plataforma hori. Horregatik 4 hizkuntzetan eta barnean euskara ere, beraz? Hori da, guretzat garrantzizkoa zen ingelesa ere bai eukitzea, gure mugetatik kanpo ezagutarazteko hemen egiten ditugun argitalpenak. Euskal Herriko hegoaldean badaude dirulaguntza zehatz batzuk artistek argitalpenak egiteko, baina ez dago infrastrukturarik argitalpenak sakabanatzeko. Orduan gehiengotan artistak argitalpenak bere etxean dazka, eta ez dauka modurik dendetara ailegatzeko eta eroslei ailegatzeko. Orduan guk ere dugu hau, bitartekari bez. Eta beraz, duela, noiz hori ireki duzue? Hasi ginen proiektua pentsatzen 2019an eta aurkeztu genuen 2021an. Eta gaur egun, ikusten da, jadanik, hola denda eta artisten artean lotura? Bai, horrek posible egiten duna, gehien bat da, artisten publikazioen interesa dakaten pertsonak zuzenean artistei erosten dietera. Baina normalean ez dute ezagutzen, erabiltzen dute plataforma, pixkat artisten liburuen kontestua ezagutzeko. Eta horra aurkitzen dituzte interesatzen zaizkien gauzak eta zuzenean kontaktua egiten dute. Horregatik polita izango litzateke ere bai iparraldeko artistak katalogoan sartzea, ze horrek ere dezake zube bat hegoaldea eta iparraldearen aldetik. Bai, hori da, eta gaurko helburua ere olako main inguru bat egitea da denak elkartzea eta sare hori haunditzea, ipar ego eta beraz berba mundu ere. Bai, noski. Webgunea ezakit ez da ibiltzen. Ez du funtzionatzen. Ez du nahi. Ea berba segituko dugu entxeatzen eta ibiltzen baldin bada berriz begiratuko dugu geroago. Bai? Hola ongi? Bai, oso ondo. Besterik? Printzipioz ez. Ados. Mil esker. Eskerrik asko. François. Bonjour François. Et bonjour tout le monde. Alors François, toi tu es à la tête de Canardo. Canardo, c'est, pour reprendre tes mots, une cellule bicéphale de la création qui est active depuis plus de 25 ans. C'était l'idée vraiment de montrer que cette structure est hyper protéiforme et finalement c'est un peu ta grande cour de récréation, j'ai l'impression, où tu te permets une grande liberté dans les actions que tu mènes et dans les éditions que tu sors.
C'est un peu bien résumé, donc je peux m'arrêter là et passer le micro à la personne d'à côté. Non, c'est exactement ça. Donc j'ai dit, enfin on dit bicéphale parce qu'on est deux, c'est ma compagne et moi, et donc le projet existe à peu près depuis le temps qu'on s'est rencontrés, et ça nous sert à la fois de gagne-pain quand on en a besoin, puisqu'elle aujourd'hui elle mène une structure autour du bijou, et la structure s'appelle Bici Canardo, et moins vite, d'accord. Et autour de l'image et du graphisme en général, mais il y a des moments dans notre vie professionnelle, on va dire la mienne par exemple en ce moment, où j'ai pas besoin de gagner d'argent avec Canardo en tant que studio graphique, donc je l'utilise comme tu dis comme cours de récréation pour faire des projets résolument artistiques ou des projets qui ne ramènent pas d'argent. La seule velléité de ces projets, c'est de s'auto-financer. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, on parle de micro-édition. Donc c'est des projets de fanzine, où là, j'ai amené un numéro qui avait été édité il y a quelques temps, qui était un fanzine sous forme de poster. En fait, il n'y a pas de page, c'est que chaque page est un poster. Donc il y avait pour thématique celui-là comme dossier principal. Là, c'est pour les traducteurs. Cannabisme et féminisme aux États-Unis, sujet éminemment vaste. Et donc là, en contre-pied un petit peu à ce magazine-là, pour venir aujourd'hui, je me dis tiens, j'en ai fait d'autres. Et donc là, j'ai fait des formats donc résolument petits, autant l'autre était résolument grand. Et donc en fait, c'est des feuilles A4 qui sont pliées. Vous voyez, bon, ça se lit comme un magazine, mais en fait, on peut le plier. Donc, et ça, c'est des numéros que tu as édités spécialement pour le Bilsart? Oui, voilà, j'en ai fait 4. Ils sont là sur la table. Il y en a un. Bon, comme je vous l'ai dit, comme je n'ai pas besoin de gagner d'argent avec ça, je fais vraiment des choses qui m'amusent. Et parce que je suis curieux de nature. Donc il y en a un qui est sur le smiley, l'histoire du smiley, qui a inventé le smiley qu'on connaît tous. Il y en a un, c'est sur les meilleures tenues dans les clips de la rappeuse américaine Missy Elliott. Il y en a un que je conseille pour ceux qui ont connu le personnage, c'est sur les affiches de campagne de Coluche quand il s'était présenté à la présidentielle. Et je pense qu'elles sont très très peu connues et qu'elles valent le coup d'être vues. Et enfin celui-là, c'est une espèce de jeu amusant autour du masque. C'est des personnalités célèbres masquées. Et l'idée, c'est de retrouver qu'elle. Ouais, je pense que ça représente bien en fait. Bon, étant graphiste au quotidien, on est obligé de répondre à des commandes, on est obligé d'être sérieux, et je pense que c'est bien et pour la créativité et pour se faire du bien au cerveau d'avoir des espaces de liberté comme ça. En tout cas, moi j'en ai besoin, donc d'avoir cet outil qui s'appelle Canardo, dont on peut faire ce qu'on veut, mais aussi des livres ou des expositions. On a fait 2 fois une exposition de vrais faux panneaux de signalisation. On a fait 2 fois 100 vrais faux panneaux de signalisation. Donc on a accroché, c'était dans la ville de Lyon, 100 faux panneaux de signalisation, mais je dis vrais faux parce qu'ils ressemblaient vraiment à des panneaux de signalisation. Voilà, il y a plein de... Et c'est quoi, c'était l'idée, c'est que tu les amenais sur d'autres lieux que... C'était quoi le but de cette installation? Le but de cette installation, c'est de se dire que de la même manière que pour le land art, moi j'aime beaucoup l'idée de se dire que de montrer de l'art à tout le monde gratuitement et quand les gens sont devant. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un peu agaçant des fois les musées, il faut faire la queue, il faut payer, c'est réservé, c'est la vérité, à une forme d'élite qui sont capables de rentrer dans un musée. Quand on fait de l'art... Les codes, ouais. Ouais, de l'art dans la nature ou dans la rue, en fait, c'est véritablement pour tout le monde et quand les gens le voient. Ça peut être quelqu'un qui va travailler très tôt le matin, quelqu'un qui rentre tard le soir. Et voilà, j'aimais bien cette idée, donc d'où c'est pour ça qu'on a utilisé ce support du panneau de signalisation. Voilà en gros l'esprit Canardo, c'est s'amuser le plus possible. Exactement. Et alors autant le premier numéro de Canardo, tu l'avais sorti quand même à quelques exemplaires, celui-là. C'était pendant l'été de la pandémie, si je ne dis pas de bêtises. Et quel est pour les prochains? Est-ce que tu as prévu une édition, enfin il y a quelques exemplaires, ou c'est vraiment que aujourd'hui et je ne me suis pas posé la question jusque-là. Donc là, il y en a aujourd'hui. Il y en a 40. Il y en a 40 de chaque. 10 de chaque. 10 de chaque, ok, très bien. Et après, on ne sait pas ce qui se passera. Mais tant qu'ils ne seront pas écoulés, on va les présenter. Quand il n'y en aura plus, et on en refera d'autres. Super, merci François. Alors, je veux bien que tu passes le micro à Christelle.
Salut Christelle. Salut. Donc Christelle, comme je le disais tout à l'heure, toi tu as monté donc, il y a plus de 10 ans la librairie Le 5e art. Et bah, il y a 14 ans, ma petite Jeanne, hein, à 2010. Hein. Ouais. Ça va vite. Hein. 14 ans. Ouais. Génial. Donc qui est devenu quand même un haut lieu culturel à Saint-Jean-de-Luz. On n'en a pas beaucoup, mais c'est chouette. Au lieu, je sais pas, mais disons que pour reprendre tes termes, François, c'est un espace de liberté aussi, une librairie indépendante. Je fais à peu près ce que je veux. Enfin, les livres qui rentrent, on les a choisis. Et c'est aussi un lieu de rencontre. Quand j'étais petite, c'est ce que j'explique souvent aux gens qui me demandent un peu d'où est venue cette idée. Quand j'étais petite, je disais déjà que je voulais être rencontreuse de gens. Voilà. Donc c'est vraiment ça, libraire. C'est un bonheur de rencontre à la fois les clients, les éditeurs, ceux qui fabriquent, qui pensent les choses, les auteurs évidemment quand ils viennent en rencontre dédicace. Donc j'organise pas mal d'événements effectivement. C'est ça, c'est que tu es effectivement libraire indépendante, mais tu as décidé aussi d'y consacrer l'énergie qu'il faut pour faire vivre ce lieu. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Bon, et à côté, tu as lancé une association qui s'appelle Lumac, avec laquelle tu organises le festival L'Être et le Vivant. C'est ça, on prépare la 3e édition, là, comme tu le sais. Et, alors, et ce festival, pour toi, quel était le but? Pourquoi tu t'es lancé dans cette grande aventure? C'est un projet que j'avais en tête depuis 2018 à peu près. C'est un projet qui a germé encore un peu plus dans mon esprit au moment du Covid. Il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées à ce moment-là. On avait la possibilité de prendre un peu de distance et de hauteur avec nos vies et de mettre les choses en perspective. Donc, l'idée, c'était de créer là aussi un espace de rencontre et de discussion et d'échange, mais de manière à se sentir un peu plus actif et acteur et pas subir cette période qui est, le terme à la mode, anxiogène quand même. Hein. Il y a plein d'informations tous les jours qui nous angoissent, etc. Et l'idée, c'était d'être un peu plus dans l'action et d'offrir un moment de débat en croisant les univers, c'est-à-dire avoir à la fois des astrophysiciens ou des philosophes, avoir à la fois des auteurs de BD, de jeunesse, de polar, de fiction, croiser vraiment les univers. Et tous réunis autour de la thématique de la littérature et de l'écologie. Et notre lien au monde qui nous entoure. En fait, trouver un espace où on refait société, où vraiment ça dialogue, sans être du tout élitiste. Voilà. Et puis c'est vrai que le format festival le permet vachement parce que voilà, pendant 2-3 jours, tu te construis cette petite bulle. Dans plein d'endroits différents de Saint-Jean. On n'est pas dans un salon, j'y tiens vraiment, c'est un festival. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces grandes tables, comme vous pouvez voir ici. On a plein de tables, plein d'éditeurs, plein d'auteurs. C'est plus, même s'il y a cet espace de conférence, justement, c'est plus statique. Le festival L'Être et le Vivant va se composer comme ça, sous forme de café littéraire, donc de conférences, de ciné-débats, expo, ateliers, avec le jardin botanique aussi. Beaucoup de temps forts, même avec les écoles. C'est pas un seul et unique lieu où il y aurait plein d'auteurs derrière des tables. C'est plein de moments de débat et de discussion avec, évidemment, après, dédicaces. D'accord. Et alors juste, on va en profiter pour faire un peu de promo. Est-ce que tu nous donnerais les dates parce que ça approche très bientôt? Du 23 au 27 mai. Ouais, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ah, ça m'occupe bien. Bon, et donc du coup, c'est compatible avec ton boulot de libraire hyper active? Et c'est pleinement compatible. Voilà, il faudrait des journées de 48 heures. Mais je suis pas toute seule dans ce projet. En fait, je suis très aidée. Voilà, c'est une association. C'est pas ma librairie qui porte le projet. Donc il y a des bénévoles, des adhérents, et les clients de la librairie aussi se sentent très concernés par le projet. Donc il y a une belle énergie collective. Mais c'est ça aussi qui me plaît dans la librairie et dans ce projet de festival, c'est l'énergie du collectif. Ce que chacun va apporter et puis les idées qui peuvent naître. Complètement, parce que pour le coup, quand tu es arrivée il y a 14 ans, tu étais toute seule à la tête de cette librairie. Oui, je suis arrivée en 2009 au Pays Basque. Moi, je suis bourbonnaise, je suis vraiment du centre de la France. J'ai fait mes études à Clermont, au pied des volcans d'Auvergne. Et pourquoi avoir choisi le Pays Basque et Saint-Jean-de-Luz? Le cliché de dire on est venu un week-end et puis on a eu un coup de cœur. Voilà. Non, en fait, on avait besoin de retrouver une vie plus en lien avec la nature déjà à l'époque. Tu vois, on n'a vécu que 3 ans et demi à Paris. Je travaillais dans l'édition et au bout de 3 ans et demi, on en a eu marre. Et en Auvergne, en termes d'activités liées à la littérature, au livre, à l'édition, c'est compliqué en fait. Tu peux pas facilement trouver du travail. Tu sentais qu'ici il y avait... Je sentais, en fait, moi je suis partie de l'édition en disant je veux monter ma librairie. C'est ce que j'ai dit à mon pot de départ, à tous mes confrères, mes collègues et tout. Je dis je quitte Paris vraiment pour aller créer ma librairie. Donc le Pays Basque parce qu'on avait adoré y venir et donc on a loué une voiture avec mon compagnon et on a sillonné un peu plus dans les terres.
Et on s'est dit, ça nous plaît vraiment, il y a quelque chose qui ressemble un peu à notre Auvergne. Donc j'ai habité à Louo-Soa pour tout vous raconter, voilà, les premiers temps. J'ai adoré. Je faisais beaucoup de rando et j'en fais toujours beaucoup. Et j'ai travaillé au bookstore, que vous connaissez sans doute, à Biarritz, une petite année. Et très vite, j'ai commencé à chercher un local. J'ai fait une étude de marché, comme on dit. Hein, et j'ai trouvé qu'à Saint-Jean-de-Luz, il y avait vraiment une place. Il y avait certes un libraire déjà, mais je trouvais qu'il manquait un lieu où vraiment on ait des rencontres, des dédicaces. Ouais. Et j'ai trouvé, grâce au bouche à oreille, ce local, donc vous connaissez peut-être, hein, donc je suis rue Sopit, qui appartenait, c'était c'est toujours le propriétaire d'ailleurs des murs, mais un tapissier en fait, une famille qui est de Saint-Jean-de-Luz, et les choses se sont faites très vite, et je pense qu'il y a des évidences dans la vie, il y a des moments comme ça où les choses sont très fluides, et quand ça doit se faire, ça se fait. En 8 semaines. En fait, j'ai fait les travaux dans ce local et j'ai fait ce qu'on appelle l'implantation, donc la négociation du stock, etc., le choix des ouvrages. Voilà. Ça s'est fait très vite. Ouais. J'étais seule les 2 premières années pour répondre à ta question. Et au bout de 2 ans, j'ai pu embaucher une première personne, créer un premier poste, puis un deuxième poste. J'ai pris une apprentie que j'ai par la suite embauchée. Et à l'heure actuelle, on est 4. J'ai 3 salariés en CDI à plein temps. Et on est presque sur le point de passer à la concrétisation d'un poste supplémentaire. Et c'est mon prochain objectif, ce qui me permet, moi, de me libérer du temps pour être très actif sur le festival et vraiment le mettre sur les rails, un maximum. Il grandit petit à petit, d'année en année. Ça reste un bébé festival. On est juste à la 3e édition. Mais voilà, ça me permet, moi, de m'abstraire un peu, tout en évidemment en chapeautant tout ça, mais pour vraiment développer le festival. Et alors, le challenge d'une librairie indépendante, donc il y a évidemment le choix des livres. Et ça, tu disais que tu étais très libre là-dedans. Parce que moi, c'est vrai que j'ai découvert un peu toutes les coulisses du métier de libraire, avec ces livres qui arrivent, que tu stockes, et puis après que tu peux renvoyer. C'est un métier très physique, c'est vrai. Hein. C'est, intellectuel, mais c'est aussi un métier de déménageur. Aussi, carrément. Mais même, il y a un circuit, c'est vrai que c'est unique aux librairies, mais le fait de pouvoir renvoyer après les ouvrages, c'est une gestion des stocks qui est très particulière. Et du coup, comment toi, tu as fait ta sélection? Comment tu as décidé le type de rayon, je ne sais pas si on peut dire comme ça, que tu allais mettre en avant dans ta librairie? J'ai commencé avec un stock raisonnable, évidemment, et puis piano, j'ai pu développer certains rayons. Pour revenir à la question des retours brièvement, juste, ça soulève quand même une question écologique qui, moi, me travaille beaucoup. On a parlé avec des confrères dernièrement. On a vu une assemblée générale des libraires indépendants dont je fais partie. On a à peu près 140 en Nouvelle-Aquitaine. La question des retours, oui, vous permet une certaine souplesse, puisque avec ces retours, vous bénéficiez d'avoirs de vos fournisseurs. Avec ces avoirs, vous pouvez acheter des nouveautés. Et par définition, dans ce métier de libraire, il faut acheter tout le temps, puisqu'il y a des nouveautés tout le temps. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de tout acheter. Mais les lecteurs qui écoutent les médias se tiennent au courant. Ils entendent parler d'un bouquin à France Inter ce matin, ils veulent l'avoir tout de suite. Donc effectivement, il faut beaucoup s'intéresser à l'actualité littéraire, il faut lire beaucoup, il faut avoir de l'intuition, il faut suivre aussi son propre goût. Et puis bien connaître sa clientèle. Et ça, au fur et à mesure du temps, tu connais de mieux en mieux ta clientèle et tu travailles tes bons de commande avec tes fournisseurs. Tu dis, tiens, ça va plaire à monsieur untel. Ça, c'est pour madame... Voilà comment aussi on travaille. Aussi parce qu'on connaît très bien nos clients. Complètement. Et c'est depuis le début que tu as développé le rayon, par exemple, littérature basque pour les enfants, ou ça s'est arrivé petit à petit? Ça s'est développé... alors, je l'avais à l'initiale, mais je l'ai développé plus, je dirais, ces 5 dernières années. J'ai senti qu'il y avait vraiment une demande, tu en parleras de ça après. Mais, et aussi parce que mes enfants apprennent la langue, hein, ils sont en école bilingue à Sarre. Et donc, du coup, c'est aussi, je teste des choses sur eux. Et j'ai aussi un goût particulier pour le graphisme, la bande dessinée. On pourra peut-être parler de la BD Chan aussi qui est sortie. Enfin, je pense que c'est des solutions aussi pour entretenir le lien avec la langue basque. Et je vois que j'ai de plus en plus de demandes, oui, effectivement, des parents, des grands-parents pour ces albums et ces premières lectures et ces romans en langue basque. J'ai vraiment à cœur de le développer, ça c'est sûr. Tu as aussi un rayon de revues indépendantes. Ça, c'est quelque chose aussi pareil que tu as lancé petit à petit. Oui. Parce que c'est pareil, j'imagine que des petites éditions. C'est des revues qu'on ne va pas trouver dans les circuits de... Oui, tu as des revues. Oui, il y a pas mal d'initiatives ces dernières années. Et typique, les micros, tu travailles avec des micro-éditeurs. Gloria va me faire un petit réassort bientôt, là, mais oui, son livre, je me rappelle celui sur la céramique, a pas mal marché. Donc tu te permets aussi d'avoir ce genre d'ouvrage-là également, quoi.
best-seller. Oui, c'est des initiatives qui sont appréciées vraiment. Oui. Et puis dans chaque librairie, tu as une identité propre qui va ressembler à l'équipe qui y travaille. Évidemment, mon équipe fait les achats aussi. Un bon libraire, il doit savoir conseiller, mais il doit savoir acheter aussi. Sinon, tu marches sur une seule jambe, c'est pas possible. Donc oui, les ouvrages de Gloria, on les trouvera pas à 300 km d'ici. Tu vas choisir. Merci Christelle. On va passer le micro à Julie. Salut Julie. Salut. Alors Julie Mujica, donc tu es à la tête de 2 maisons d'édition, Mataami et Palomita. Mais aujourd'hui, on va peut-être surtout s'intéresser à Mataami, qui est ta maison d'édition en bilingue. Donc toi, je crois que quand tu as lancé cette maison d'édition, c'était vraiment l'idée de proposer des livres dans les 2 langues pour les parents qui sont peut-être pas bascophones, mais dont les enfants apprennent la langue, et pour pouvoir créer ce lien, si je ne m'avance pas trop. C'est parfait. Bravo. Bon, mais après, ce qui est chouette, je trouve, de voir, c'est qu'avant de t'être lancé là-dedans, parce que pour le coup, il faut des épaules solides, tu es quand même passé par plein de choses. Et comme François, à la base, toi aussi, tu as une formation de graphiste. Voilà. Parce que c'est intéressant de voir souvent que ces métiers, illustrateurs, graphistes, voilà, petit à petit, ça se rejoint et on décide de lancer d'autres projets. Ok, donc qu'est-ce qui t'a donné des ailes pour te lancer dans cette aventure et les reins surtout, j'allais dire les ailes, mais surtout, ouais. Alors, c'est vrai que du coup, mon expérience en tant que graphiste m'a donné un certain goût pour l'illustration. Dans mon métier, je faisais pas mal de supports bilingues, notamment ici, localement, pour des mairies, pour l'agglo, etc. Et du coup, je travaillais avec des illustrateurs. Ensuite, moi, je suis devenue maman. Alors, je ne sais pas dire si je suis bascophone ou pas, parce que pour moi, c'est assez compliqué de dire est-ce qu'on parle basque, est-ce qu'on ne parle pas basque, est-ce qu'on parle un petit peu basque, est-ce qu'on parle un petit peu 3/4, un petit peu... Enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il y a plein de niveaux de basque, et quand on a mis les enfants à l'école à l'Ikastola, du coup, on lit quoi et comment, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, la plupart des parents, en tout cas nous à l'Ikastola, où sont mes enfants, il y avait très peu finalement de bascophones. Et en fait, voilà, tout bêtement, je me suis dit, en fait, ça serait chouette qu'il y ait un peu de français dans ces livres pour permettre à ces parents de s'aventurer dans une lecture en euskara qui leur donne un peu, qui les rassure. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec Clémence Itzaga et Stéphania Rispuru, on a fait un livre comme ça. D'abord, on a sorti Kima, qui est aujourd'hui, on peut le dire, sold out. Bravo. Grosse fierté. Disons-le. Non, voilà, qui va être réimprimé. Mais du coup, en fait, ce livre a fonctionné. Et du coup, on en a fait un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, je me suis vraiment pris au jeu. Et je me suis dit, c'est un métier, l'édition. Maintenant, si tu veux continuer là-dedans, il faut se former. Et je me suis formée. Et je suis devenue éditrice un peu comme ça. Voilà. Ok. Génial. Et donc, tu étais carrément complètement devenue éditrice parce que tu as lancé il y a 2 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, une nouvelle maison d'édition, donc Palomita. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu gères les 2. Voilà, aujourd'hui, je gère les 2. Alors, Mataami, c'est une petite maison que j'aime beaucoup parce qu'elle a du sens et qu'elle a trouvé son public ici et que je trouve intéressant de continuer. En revanche, ça reste un petit projet quand même qui ne me permet pas, moi, de me rémunérer. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, allez, ça fait 4 ans que tu bosses, peut-être qu'on va envisager un autre projet qui te permettrait peut-être de vivre de ça et d'en faire vraiment ton métier. Et donc je me suis dit, je vais faire des livres en français qui vont me permettre... qui vont me permettre d'avoir une zone de distribution beaucoup plus large et d'envisager de me payer. Sauf que des livres en français aussi, ça veut dire énormément de monde sur le marché, puisqu'en face de Palomita, il y a la Martinière Jeunesse, il y a toutes les grosses maisons qu'on connaît. Et donc, c'est pas si facile non plus de se faire une place dans un très gros marché. Donc, en fait, j'ai 2 maisons qui ont 2 réalités complètement différentes. Et c'est 2 enjeux différents, mais tout aussi enrichissants l'une que l'autre.
Voilà. Bon, et j'imagine qu'un des enjeux, et ça a été sûrement un élément qui t'a fait passer Mata-Amy dans une autre dimension, c'est que tu as réussi quand même à tisser pas mal de partenariats avec les agglos, les mairies. Et, parce que moi, je sais que par exemple, à l'Icache-Toile de Saint-Jean, mes enfants à Noël, ils ont un des Aldo. Et ça, j'imagine que c'est le genre de marché qui peuvent être vraiment sympa à développer pour se créer une petite place, quoi. Voilà. Le modèle économique de Mata-Amy, c'est de vendre des livres pour en faire d'autres. Donc, c'est vraiment... Et du coup, c'est vrai que quand les mairies, la mairie de Saint-Jean-de-Luz m'achète chaque année à Noël des livres pour les élèves scolarisés en basque à Saint-Jean, l'Aglo aussi achète des livres pour les naissances, pour faire des packs, etc. Évidemment que ça, c'est bienvenu parce que c'est des rentrées d'argent voilà, qui sont importantes pour continuer, en tout cas sur Mata-Amy, parce que les ventes se font, mais petit à petit. C'est l'école de la patience, l'édition. Et voilà, donc c'est une réalité qui est pas facile, mais tant pis, ça a tellement de sens, je trouve, quand même, de faire des livres pour les enfants en euskara ou bilingue, que voilà, c'est... Oui, parce que pour le coup, toi, vu qu'ils sont en bilingue français et basque, t'es vraiment distribué qu'en Iparralde, quoi. C'est même pas le... voilà. Ah oui, ça, j'ai fait une fois le salon de Durango, et là-bas, ils ne comprenaient pas du tout l'intérêt des livres bilingues, parce que juste, on n'est pas du tout dans la même configuration. De l'autre côté, ils parlent beaucoup plus basque que nous. Oui, et puis on n'a pas la même besoin approche de l'apprentissage. Non, voilà. Voilà. On a vraiment, je trouve, deux systèmes différents. Et voilà. Et donc, je ne vais plus à Durango parce que voilà. Et tu viens au Bilsart, du coup. Mais voilà, mais je viens au Bilsart. Et c'est super. Et c'est super. Bien évidemment. Bon, et alors pour les ouvrages principaux, il y a la collection Aldo. J'imagine que tout le monde a peut-être dû avoir un jour dans ses mains si vous avez des enfants autour de vous. Ça, c'est quand même un gros carton, non ? Ouais, alors gros carton. Non, mais je veux dire, encore une fois, localement. Oui. Et non, mais c'est l'histoire d'un petit citron. C'est Clémence qui avait imaginé ça et c'est rigolo. Et oui, et avec une petite série, du coup, une collection. Alors, Aldo, il a une petite sœur. Aldo, il fait un gâteau d'anniversaire tout seul. Aldo, ça reste des thématiques hyper simples, mais ça touche une tranche d'âge qui est pile poil dans les premières lectures et l'apprentissage de la langue, en fait. Et il y a combien de numéros d'Aldo qui sont sortis ? Là, il y en a 5 pour l'instant et il y en aura d'autres. Voilà. Mais c'est tout petit à petit, voilà, ça, au fur et à mesure de nos plannings et de nos possibilités avec les filles aussi. Et après, tu as développé d'autres ouvrages, des images bilingues, des albums, mais ça, tu les fais pas toujours avec Clémence. Tu vas aussi chercher d'autres illustrateurs. C'est aussi, j'imagine, toi, ce qui te fait kiffer. Oui, voilà. Moi, mon petit luxe à moi, c'est d'aller chercher des gens avec qui j'ai envie de travailler. Parce que j'aime bien ce qu'ils font, ou parce que j'aime bien la dynamique, je sais pas, la personnalité de certaines personnes, où je me dis, j'ai envie de travailler avec eux. Et s'ils ont envie de travailler avec moi, c'est cool. Voilà. Et on fait des livres. Super. Et alors, pour les actus, il y a 3 futurs ouvrages qui vont sortir cette année. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Oui. J'ai sorti qu'un titre en 2023, donc je me suis dit 2024, il faut faire un peu mieux. Donc il va y avoir un album donc, qui a été écrit en français, donc il sera traduit en euskara et illustré par HP, qui est une illustratrice de l'autre côté que j'aime beaucoup. Ensuite, il y aura un imagier tout carton, l'imagier des animaux, un petit peu le même que l'imagier sur l'école, mais avec les animaux de la jungle, de la ferme, les animaux qui vivent dans l'eau, etc. Et on a un 3e projet, donc ça va être un projet plus collectif, avec Josiane Aguerre-Valencia, qui c'est un livre de comptines mimées. Et donc sur chaque page, il y aura un petit QR code qui renvoie à une vidéo pour apprendre aux enfants à compter et en mimant une histoire. Voilà. Et donc là, on est plus nombreux. Et il y aura un spectacle. Donc c'est Panchika Teleria qui va développer ensuite un spectacle. Voilà. Mais on est encore en train de travailler sur tout ça et je pense que ça sortira à la rentrée en septembre, octobre. Et ce genre de projet, c'est toi qui en es à l'origine ? C'est toi qui as voulu sur cet ouvrage que ça aille un peu plus loin ou non, ça a été les rencontres, ça s'est fait Là, c'est Josiane qui m'a appelée. Elle m'a dit « Ouais, j'ai un projet, est-ce que ça te dit ?» Elle m'en a parlé.
Et moi, j'ai dit banco parce que ça... alors, ça va être des comptines en basque, parce qu'elles ne seront traduites qu'à la fin, cette fois-ci, parce qu'il y a une musicalité qu'on peut pas traduire en français. Enfin, voilà. Ça a été pensé comme ça. Donc, mais par contre, il y a la traduction pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il raconte, ce qui est raconté dans les cantines. Bon, merci Julie pour cette présentation bien complète. Je vous propose une petite pause musicale, histoire de boire un petit verre d'eau et d'enchaîner avec la suite de nos intervenants. Romantikoa zarela diozu. Ongi duritzen zait. Baina ni romantikoagoa naiz. Zuk? Itzulpenak egitearen kontura. Bizi nahi duzu. Nik berriz maitasun poemak idazten. Irabazi nahi dut, eguneroko. Bon, alors on est reparti pour cette table ronde. On est toujours en direct du Bilsart des écrivains. C'est toujours la 41e édition. On est toujours le lundi de Pâques, comme depuis 41 ans apparemment pour ce festival, qui a lieu toujours à la même date. Et aujourd'hui, on est là pour mettre en valeur un peu des artistes, des éditeurs, des libraires qui se battent pour faire exister une certaine vision. Et on est très content de discuter avec eux. Et on va enchaîner avec la présentation de Maxime Morel. Alors Maxime, ça va être à toi. Alors tu as un parcours, on va dire plutôt universitaire. Si tu veux nous en parler un peu. Orain, arratsaldeon barkatu frantsesez eginen dut euskaraz ikasten ari naiz. Baina ezin dena erran. Bah, franchise ere, mais bon. Et du coup, oui, moi je viens plutôt de l'histoire de l'art. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Et après, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que ça fait les images, qu'est-ce que ça raconte les images, en dehors d'une approche savante, en fait, plutôt dans une approche de l'imaginaire ou de la fantaisie, on va dire. Ok, tu as du coup cette formation plutôt universitaire que tu as fait basculer vers autre chose, vers l'imagerie. En ce moment, juste un peu pour ton parcours, pour rappeler, tu es enseignant, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, moi je suis prof à l'ESAPB, École supérieure d'art Pays Basque, et j'enseigne ce qu'on pourrait appeler l'écriture créative et l'histoire de l'art. Ok, et du coup, tu enseignes l'écriture créative. Et toi, dans ta pratique, elle arrive comment, alors, cette écriture créative? D'ailleurs, qu'est-ce que l'écriture créative avant même? Alors, si tu peux, pardon, juste bien coller le micro. Ouais, voilà, génial, merci beaucoup. Comment elle arrive? Oui, ou d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi, l'écriture créative? Et comment Est-ce qu'il elle la différencie de l'écriture normale? Non, mais on va dire que c'est plutôt une forme poétique, très libre dans les usages. Et voilà, on pourrait le résumer comme ça, très vite. Ouais. Et comment tu la mets en pratique, alors? Et ben, du coup, j'écris des petites choses. Et voilà.
Tu as édité un livre de ces petites choses qui ne sont pas tellement des petites choses. Il y a quand même un livre, Poésie Paléo. Oui, ça c'est en 2021 en fait, j'ai publié aux éditions Exopotamie un livre qui s'appelle Poésie Paléo. Et en fait l'idée c'était de... Ce qui m'intéresse dans l'histoire de l'art, dans l'anthropologie, dans les lectures, c'est comment d'un seul coup il y a des petits motifs qui sortent et j'essaie de tisser à partir de ça. Poésie Paléo, c'est une sorte de dialogue avec la vie paléolithique et qui est liée aussi à des promenades et des balades dans le Pays Basque, on va dire. Et alors, qui a fait la couverture de ton livre? C'est Anne-Laure Garicoche qui est juste à ma droite et qui parlera dans quelques instants. Voilà, je me permets parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de ponts tous les deux, voilà, entre l'illustration, la poésie. C'est ça qui est aussi chouette de voir qu'on peut bien cohabiter et s'entraider. D'ailleurs, en ce moment, tu es aux ateliers aussi de la Villa Madeleine. Oui. Ouais. Alors, c'est quoi les ateliers de la Villa Madeleine? Ça, c'est un lieu chouette. C'est un atelier collectif à Boucau, et dans lequel, en fait, il y a autant des peintres, des gens qui travaillent l'image, des gens qui écrivent, et voilà, qui se retrouvent régulièrement pour faire des projets ou d'autres choses, ou pour discuter. Et justement, tu l'as fait en forme de résidence, je crois. C'est ça ou Non, maintenant je vais un. C'est permanent maintenant. Un lieu permanent. Ouais. Félicitations. Et du coup, tu as créé pour le Bilsart, ou du moins en prévision de ce jour et puis aussi pour plus tard, mais des petites éditions aux ateliers de la Villa Madeleine. J'ai fait 4 petites éditions et c'est pareil, en fait à chaque fois il y a une sorte de point de départ qui vient souvent de mes lectures ou de mes découvertes. Et par exemple le premier, ça s'appelle 7 fleurs néandertales, et en fait j'ai lu une histoire où il y a une archéologue qui raconte qu'on a trouvé dans une tombe néandertale une femme qui était entourée de milliers de pétales de fleurs. Et c'est 6 fleurs très spécifiques et une qu'on n'a pas trouvée. Et c'est comme ça, c'est le point de départ d'un petit texte. À partir de ça, l'autre, parce que souvent je suis nourri aussi de beaucoup de lectures d'anthropologie anarchiste, d'archéologie féministe. L'autre, en fait, ça s'appelle La ville peinture. Et ça, c'est en lisant des choses sur le néolithique et sur certaines sociétés qui avaient des villes qui étaient en rond. Et donc, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que ce serait qu'un plan de ville qui ne serait pas autoritaire, d'une certaine manière. Et ça, c'était le point de départ de ce texte, la ville peinture. Et le troisième, c'est l'image d'abord qui disparaît. J'avais envie de raconter comment on passe de l'image au son et du son au souffle. Et en fait, le point de départ, c'était un peu... Enfin, c'était pas une blague, mais c'était un truc un peu rigolo, où en fait en 2006 il y avait un grand concert où il y avait Michael Laboa et Bob Dylan qui jouaient, et je me suis imaginé ce qu'ils auraient pu se raconter. Et après l'autre, c'est un peu là pour le coup c'est une vraie blague, mais ça s'appelle Je t'enverrai un message ivre, et c'est une sorte de fantaisie sur qu'est-ce qu'on pourrait écrire quand on est ivre, mais pas nécessairement d'ailleurs d'alcool, hein, ivre de plein d'autres choses. Voilà. Et pour se rendre compte un peu de ce que c'est, est-ce que tu peux nous lire un petit, je sais pas, celui que tu veux, un petit passage, un petit extrait. Un petit extrait. Je suis vraiment pris au dépourvu. Peut-être un extrait de cette fleur. Après, ce qui est très important aussi dans ces éditions, c'est que, du coup, je l'ai dit en introduction, moi j'apprends le basque depuis 2 ans, et la question qui m'occupe beaucoup, c'est comment commencer à écrire dans une langue qui est toute neuve en fait pour moi. Et donc moi j'ai travaillé aussi avec Marga Berasubieta, et on a fait comme ça un jeu d'échange du français au basque qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait c'est aussi une histoire de... Eh bien tiens, je vais peut-être lire ce truc-là. À cette époque, la langue était en plein mouvement. On avait encore tant de fleurs sur la langue, et pas seulement des fleurs néandertales, mais aussi des fleurs de laurier et des fleurs d'hibiscus. Tant de fleurs que les fleurs faisaient un bouquet, et le bouquet ressemblait à des cornes de bouquetin, avec les fleurs néandertales et les verbes absents qui écoutaient doucement les mots s'agglutiner. La langue n'était pas finie. Il y avait encore des bouquets dans la bouche. Seuls les noms étaient utilisés, et avec tous les noms de fleurs, un nom de fleur pour chaque jour et pour chaque fleur, pour dire la fleur avec ses changements d'humeur, son imperceptible mouvement du jour et ses changements de couleur miraculeux, un nom pour dire la beauté changeante de la fleur après chaque nuit, un nom pour dire comment la mettre sur la langue,
la mâcher ou la faire cuire dans l'eau et faire de l'eau de fleurs d'hibiscus. Je vais m'arrêter ici. Merci. Et pour parler un peu plus concret, ces petits ouvrages, c'est toi qui les as entièrement auto-édités ? Ouais, en fait, on a travaillé avec un imprimeur à Bayonne. Et ensuite, moi, ce qui me faisait rire, c'est de faire il y a des tout petits tampons que j'ai fait avec des gommes. Moi, je suis très très nul en dessin. Et du coup, c'est un truc que j'ai trouvé pour arriver à faire des images un peu sensibles qui m'intéressaient. Et du coup, c'est un objet qui est en même temps un peu cheapos et en même temps un peu unique. Et j'aime bien cette idée. Et il y a des tampons qui sont un peu réussis, et il y en a d'autres qui sont un peu ratés. Et j'aime bien cette idée, qui est un peu cette espèce de va-et-vient entre ces deux trucs. Et où c'est qu'on peut les trouver, ces petits ouvrages ? Et bien là, on a un petit stand, vous pouvez venir. Bon, merci Maxime. Avec plaisir. On va passer le micro à Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Salut. Alors Anne-Laure aussi, parcours bien complet, diplômée de l'école des Beaux-Arts, t'enseignes depuis 2013 à l'école supérieure de Bayonne. Et à côté de ton activité d'enseignante, tu fais de la peinture, tu dessines, tu écris et tu t'es lancée aussi dans les éditions. Ouais. C'est bien ça ? Oui, effectivement, c'est assez récent. C'est assez récent, ok. Tu sentais que c'était un pendant qui te manquait ? Je ne sais pas si ça me manquait, mais en tout cas, il y avait un certain nombre de circonstances, notamment des rencontres, dont une avec Maxime, par exemple, qui ont fait que ça m'a donné envie, en tout cas, de le mettre pleinement à l'avant, alors qu'avant, c'était plutôt quelque chose que j'utilisais dans mes recherches, mais pas forcément avec lesquels je pensais des projets, en fait. Et puis ensuite, ça a été aussi le fait de participer à des ateliers d'écriture, de faire la rencontre aussi avec une poétesse qui s'appelle Laura Vasquez et avec laquelle j'ai pas mal échangé pendant un certain temps et qui un jour m'a posé la question de savoir si j'allais sortir un recueil de poésie. Et ce à quoi j'ai répondu non. Et puis en fait, juste le fait qu'elle pose la question, ça m'a un peu amené à me dire qu'en fait c'était quelque chose qui me donnait envie. Et donc pendant environ un an, je dirais, j'ai commencé à construire le recueil en étant accompagnée par Laura aussi. Et en fait, à penser après carrément à un recueil que j'ai fait le choix par la suite d'auto-éditer en fait. Voilà, parce que tu avais ta pratique, mais forcément pour qu'elle puisse être vue, c'est pas comme un tableau, il faut forcément l'éditer. Et voilà, et tu t'es lancé du coup, parce que là, complètement nouveau aussi, j'imagine, ce métier-là. Donc tu as édité ce recueil. Oui. Et tu es parti après, pareil, démarcher des lieux pour qu'ils puissent... Oui, exactement. Enfin, au départ, l'idée, c'était quand même de chercher une maison d'édition. Ce que j'ai fait pendant, en vrai, pas très très longtemps, parce que j'avais des maisons d'édition qui m'intéressaient vraiment, et puis j'avais pas envie d'en démarcher plein juste pour que vraiment quelqu'un veuille bien me publier. Donc en fait, à un moment donné, j'ai eu aussi le déclic parce que j'avais une amie qui était correctrice, maquettiste, qui m'a proposé de travailler sur la conception du livre. Et donc en fait, tout s'est un peu aligné et je me suis dit en fait que voilà, je pouvais me permettre de penser l'auto-édition, quoi. Trop bien. Et comment tu as pu, quel a été un peu l'écosystème, comment tu l'as financé? Ça a été des ventes en amont ou c'est toi qui a... L'avantage aussi de travailler justement comme enseignante à l'école d'art de Bayonne, ce qui fait que j'ai déjà à côté, on va dire, des revenus réguliers qui permettent de penser des projets, de les aboutir. Et du coup, la personne qui a corrigé et puis qui a fait la maquette du livre, comme c'était aussi une amie, on a fait un système de troc. Et du coup, je lui ai échangé une peinture contre le fait qu'elle puisse faire le livre. Et donc, donc moi, j'ai en fait financé l'impression. Voilà. Et tu l'as imprimé à combien d'exemplaires? Alors, j'ai fait une première impression à 100 exemplaires. Et c'est parti relativement vite. Donc, il est sorti à la fin 2022. Et donc là, l'été dernier, je l'ai réimprimé en 50 exemplaires. Et donc là, il me reste encore quelques exemplaires. Et c'est toi qui les vends toujours en direct ou tu as des petits points de vente? Non, j'ai des petits points de vente essentiellement à Bayonne. Et aussi à la librairie Terra Nova à Toulouse.
Et pour le moment, voilà, c'est tout. Après plusieurs librairies à Bayonne, comme chez Simone par exemple. Super librairie. Ok, et depuis, du coup, tu t'es lancée dans d'autres ouvrages ? Oui, alors après, il y a, en fait, Maxime il en parlait, donc moi j'ai aussi mon atelier à la Villa Madeleine à Boucau. Okay, donc au même endroit où est Maxime. Voilà, okay. Exactement. Et les personnes qui gèrent ce lieu ont aussi un lieu d'expo qui s'appelle la Station V à Bayonne, dans laquelle il y a régulièrement des expositions. Et récemment, ils ont aussi mené un projet d'édition où l'idée, c'est d'inviter un artiste à chaque numéro. Et les numéros sortent tous les 3-4 mois, je sais pas, environ. Et donc, ils m'ont invité, là, c'était en octobre 2023, du coup, pour penser l'édition de ce cahier qu'on appelle les cahiers de la Villa Madeleine. Et c'était en parallèle d'une exposition ou c'est vraiment, non, c'est une collection vraiment indépendant, ouais, voilà. Ok, mais par contre, c'est eux, du coup, qui s'occupent de tout Oui, okay. Donc moi, j'ai fait la proposition des dessins, des peintures que je voulais y mettre, et puis après... c'est aussi Edith d'ailleurs qui a travaillé sur la mise en page, etc. Okay. Super. Et un troisième ? Et donc, ouais, non. Non, oui, attends, je sais même plus. Pardon. Donc oui, ça c'est tout récent puisqu'en fait, il sort là. En fait, c'est vraiment la première, c'est au Bilsart ici. Et donc ça, c'est un autre projet d'édition plutôt graphique, mais il y a aussi un texte. Qui introduit un peu les dessins et sur lequel j'ai travaillé avec Edith, donc, qui va après se présenter, pour en tout cas la conception du livre. Et donc voilà, les dessins sont les miens ensuite, et on a pensé le livre comme une sorte de Leporello. Il y a aussi une affiche à l'intérieur qui permet d'avoir une image indépendante éventuellement à mettre chez soi. Voilà. Et c'est vrai que ce genre de projet te permet d'avoir des supports un peu plus variés qu'une toile ou un dessin. J'imagine pour toi c'est hyper précieux. Oui, parce que déjà à la base, l'objet livre, c'est quelque chose qui m'a toujours bien... intéressé, puis ça permet aussi de pouvoir permettre à des personnes qui seraient intéressées par le travail globalement et qui ne peuvent pas forcément acheter une peinture, une originale, d'avoir aussi un objet livre chez soi, et puis à des prix qui sont beaucoup plus accessibles, quoi. Complètement. Voilà. Puis j'ai l'impression, après c'est ce qui ressort de vous tous, mais ce qui est génial aussi quand il y a un projet comme ça, c'est que tout d'un coup tu n'es plus seul et puis tu peux activer d'autres créatifs autour de toi, et j'imagine que ça doit être très enrichissant aussi. Oui, et en fait même quasiment tous les projets, c'est toujours des histoires aussi de rencontres, d'amitié, et ce qui fait que très vite on a envie de mettre les choses en place parce qu'on sait que ça va être plus ou moins facile, quoi. Et donc oui, c'est vraiment ce que tu dis aussi. Ouais. C'est chouette aussi pour ça. De collaborer, quoi. Ouais, de collaborer, de ne pas toujours être aussi seul dans son atelier, et de penser des peintures ou des dessins seul, quoi. Et pour le coup, toi, avant d'avoir pensé des ouvrages que pour toi, j'ai l'impression de collaborer avec pas mal d'écrivains, pour faire des illustrations, tout ce côté plutôt dessin. Ça, c'est quand même aussi récent. C'est-à-dire que dernièrement, effectivement, j'ai eu plusieurs propositions qui m'ont demandé, qui m'ont passé commande pour des illustrations de couverture de livres. Et les deux qui m'ont... Donc, la première maison d'édition, c'est les éditions Cambourakis. Et c'était aussi pour un recueil de poésie. Et puis, très vite après, j'ai eu une autre proposition qui s'avère aussi être un livre de poésie. Mais c'est aussi... et c'est là aussi toujours cette histoire de rencontre aussi, c'est que des personnes, en fait, dont le réseau s'est un peu constitué justement par aussi les ateliers d'écriture avec Laura Vasquez, qui fait qu'on a créé comme ça des espèces de liens sans vraiment se connaître. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors on va terminer ce tour de table avec Edith. Salut Edith. Salut. Alors Edith, toi, tu as un intérêt apparemment assez affirmé pour la littérature fantastique, le graphisme de l'étrangeté et les jeux de mots douteux. Du coup, tu as érigé une maison d'édition hantée qui s'appelle les Presses Fantômes.
Voilà. Et, mais c'est pas, tu n'es loin de... Tu n'es pas du tout arrêté qu'à ça, tu as fait plein d'autres trucs aussi à côté. Mais c'est vrai que ça, j'ai l'impression que c'est un peu un projet assez majeur, où tu as pu déjà éditer pas mal d'ouvrages. En fait, à la base, on a monté cette maison d'édition avec donc une amie graphiste, Irène Duniac, parce qu'on est toutes les deux fans de littérature fantastique et on voulait vraiment aider ces textes-là à exister dans le monde réel. Et donc, on a fait la maison d'édition Les Presses Fantômes. Et on s'est dit, ouais, en fait, faire un livre, c'est bien, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, on a décidé de faire une revue entre-temps pour expérimenter graphiquement des choses. Et donc, cette revue s'appelle L'Esprit Tranquille. Et donc, on travaille avec des collaborateurs et collaboratrices vivants. Parce qu'en fait, les Presses Fantômes, à la base, on voulait travailler avec des personnes décédées. Parce qu'on voulait travailler avec des textes tombés dans le domaine public. Mais finalement, on s'est dit qu'on va quand même commencer par cette revue qui est plus rapide à mettre en place. Et en fait, ça nous a pris tout notre temps déjà de faire ça. Et on en sort une tous les 2 ans. Et le format, rien n'est carré. Je veux dire, tout peut se réinventer à chaque numéro. C'est vraiment l'idée, quoi. Ouais, vu qu'on veut expérimenter, on s'est donné aucune forme régulière, aucune contrainte éditoriale, si ce n'est de toujours découler toutes les choix graphiques en fonction de la thématique du numéro. Et donc chaque numéro tourne autour du fantôme, mais donc le numéro 1, c'est celui-là, Pierre Deuil Rizeau. C'est un numéro qui parle de pierre tombale, de cimetière et de deuil. Et donc graphiquement, on a travaillé avec du papier marbré, avec la thématique du recto verso, et voilà. Donc ça, c'était le numéro 1, et je crois qu'il y a 3 numéros de L'Esprit Tranquille qui sont sortis, c'est ça? Oui. Il y a le numéro 0 qui nous a permis de lancer la revue, qui est celui-ci, où on a travaillé autour des œuvres inachevées. Donc on a demandé à tous nos amis artistes, écrivains et universitaires de nous confier leur contenu oublié dans les placards. Et ils étaient enchantés. Donc ça, c'était le numéro 0. Ouais, après, du coup, comme dans chaque revue, il y a bien sûr un édito, il y a des jeux, il y a un horoscope. Et après, du contenu en fonction de la thématique. Le numéro 1, donc sur le cimetière. Et le dernier numéro, qui est le numéro 2, vu qu'on a fait un numéro 0, c'est sur la crypte. Donc on parle de cryptographie, de genre grammatical et autres cryptes modernes. On a essayé de dégenrer un peu la typographie. Ça, c'est un numéro sur l'origine du genre dans les noms communs, pour les nuls. Et voilà. Et à côté, vous avez aussi édité 10 mini-livres. Oui. Pour le coup, on est sur un format complètement différent. On les a pas là. Non, je les ai pas pris parce qu'on en a plus. D'accord. Oui, c'était 10 petites histoires sur 10 personnes qui ont simulé leur propre mort. Et l'idée, c'était de tous les imprimer sur une feuille A4. Donc en fait, ils font cette taille-là. Voilà. 10 livres de 100 pages. 10 petits livres de 100 pages. Ok, donc ça, c'est les ouvrages que vous avez donc édités avec les Presses Fantômes. Et donc à côté, toi, tu travailles aussi au Sousoulou. Et donc, par exemple, les autres disaient que tu aides à la mise en page d'ouvrages, tu maîtrises la risographie, j'imagine. Ouais, en fait, moi, j'arrive de Toulouse, donc avec cette maison d'édition et ce savoir-faire de graphiste. Et en fait, je suis passionnée par les techniques d'impression, et notamment les techniques d'impression artisanale. Donc, la gravure, la sérigraphie, que j'ai quand même bien découvert au Susuli, même si j'avais un peu appris à le faire avant. Et la risographie. Et la risographie, c'est merveilleux. C'est très beau, les couleurs, tout ça. C'est une technique d'impression qui ressemble à la sérigraphie, mais qu'on fait avec une espèce de grosse photocopieuse. Donc c'est vachement plus rapide et quand ça tombe pas en panne, c'est formidable. C'est formidable.
Génial. Bon bah merci Edith. Alors malheureusement l'heure tourne, donc on va pas pouvoir se lancer dans un grand débat. Mais n'empêche que ce qu'on retient, c'est qu'on a quand même beaucoup de profils hyper engagés et on sent qu'il faut se battre, mais que ça procure beaucoup de bonheur. Donc on sait pourquoi on est là. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort un peu de vos parcours à chacun. Moi je me demandais si on pouvait pas conclure peut-être en se posant une question assez simple, mais peut-être est-ce qu'il y aurait des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer, soit libraire, soit lancer une maison édition, soit tout d'un coup éditer un ouvrage. Quel est le secret un peu pour tenir le cap? Je ne sais pas si c'est une question qui vous inspire. On va faire passer les micros peut-être. C'est une page blanche. Il y a donc 0 conseil. Démerdez-vous. Héritez d'abord et après lancez-vous dans l'édition si vous voulez. Trouvez des mécènes quoi. Ouais, ou soyez rentier. Et après, non, je plaisante. Non, bah, en tout cas, je pense que c'est des métiers de passion et on n'a pas trop le choix d'être là où on est. En fait, moi, je me rends compte qu'après mon parcours professionnel, je ne suis pas arrivée là par hasard et je pense que je suis à ma place complètement. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que c'est un domaine, l'édition, qui est compliqué, en tout cas en tant qu'éditeur, mais qui est passionnant. Et moi, je fais des rencontres, je travaille avec des illustrateurs, des auteurs qui ont chacun un univers. Donc, tous ces univers-là, j'adore écouter un peu les parcours parce que voilà, chacun a sa vision et a quelque chose à proposer. Donc, ça, c'est génial. Et voilà. Donc, soyez passionnés. Et patient. Et patient. Et rentier. Et rentier. Alors, pour être libraire, ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne suffit pas d'aimer lire. Beaucoup de gens, pendant le Covid, se sont dit en fait, j'adore lire, je vais avoir ma librairie. Voilà ce que je vais faire. Non, ça ne suffit pas. Il faut être pragmatique aussi. Mais la littérature, par définition, littéralement, c'est ceux qui lisent, c'est ceux qui nous lisent. Donc, je pense qu'il faut aimer profondément les autres. Voilà. Et partager. Merci, Christelle. François, un petit conseil ? Il faut faire. En fait, on est tous capables de faire quelque chose, même si on ne sait pas dessiner, on peut dessiner. Il y a des super illustrateurs et illustratrices qui ont fait carrière et qui gagnent leur croûte alors qu'ils ne savent pas dessiner. Il y a des gens qui deviennent écrivains alors qu'ils ne savent pas écrire. Et j'ai envie de dire, si on a une envie, il faut la faire. Et ça, c'est mon conseil personnel. On n'a qu'une vie, chaque jour qui passe, c'est un jour qui est passé. Donc si on a envie de faire quelque chose, faisons-le. Hein, tout de suite, voilà, c'est important. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut un rentier. Il faut être rentier ou rentière. Non, mais il faut s'accrocher. Il faut avoir la passion. Faut aimer découvrir aussi des artistes, des auteurs, des autrices. Voilà, je sais pas. C'est ça. Il faut aller chercher l'argent surtout. Il faut, non mais parce que on revient toujours à ça, mais c'est vrai que c'est, je pense, important d'avoir vraiment conscience de la réalité économique. C'est quand même des secteurs qui sont très fragiles et il faut d'autant plus s'accrocher. Il faut aller chercher l'argent, il faut y croire, faut croire en ce qu'on fait, en ce qu'on aime et en l'artiste. Moi, je défends les artistes aussi et les auteurs, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? Peut-être que quelqu'un a une question. On est bon. Eh bien, génial. On va pouvoir aller profiter du concert juste dehors. Merci à tous. Donc on pourra retrouver cette table ronde sur Dia sous forme de podcast. Je pense que ça sera en ligne très bientôt, courant du mois d'avril. Et puis plein de belles choses pour la suite de ce Bilsart, pour demain la journée pro. Et bravo à la relève et à toute l'équipe parce qu'on est quand même sur un très beau projet. Très bonne soirée, merci.